Bonjour à tous, merci pour cette invitation. C'est donc un grand plaisir de revenir 50 ans plus tard au Croisic. Là, il y a le pointeur. On va essayer de jouer entre les... Ouais, on voit quelque chose. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un rapide survol, pardon, ça va être forcément superficiel, sur l'état des lieux de la thérapie génique et ce qui est en train de se tramer d'une certaine façon. Et pour discuter à la fin des enjeux d'applicabilité, est-ce que les patients pourront bénéficier de la thérapie génique telle qu'elle se développe et qu'elle va se développer dans les années qui viennent? Et comme vous le savez déjà sûrement, moi je vais essayer de le discuter et c'est pas simple. L'idée de la thérapie génique, c'est en gros, il y a un peu plus de 50 ans, donc c'est quand je faisais mon remplacement, à peu près, dans ce papier notamment de Science de Ted Friedman et Richard Robin, où ils ont évoqué l'idée, à partir du moment où on commence à identifier des gènes d'une part et à savoir faire des transfections de gènes dans des cellules in vitro, qui étaient loin d'une application clinique, mais enfin, l'idée est apparue à ce moment-là. Et en gros, je vous fais un rappel, une introduction rapide sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la thérapie génique. Évidemment, ce qui a été fait jusqu'à présent, essentiellement, c'est ajouter la copie d'un gène pour pallier une maladie héréditaire monogénique. Mais ça peut être aussi, et ça a été fait, inhiber ou modifier l'expression d'un gène. Et ce qu'on essaye de faire aussi, ça n'a pas encore été fait chez l'homme, mais c'était fait chez l'animal, c'est de réparer des mutations. Et enfin, on peut aussi transférer et faire exprimer un gène qui n'existe pas dans la nature, donc un gène synthétique, et c'est ce qui se fait avec les CAR T-cells, puisqu'on fait exprimer aux lymphocytes T des patients un récepteur hybride qui est fait de morceaux de gènes connus, de telle manière que ces lymphocytes T combattent des cellules cancéreuses. Et pour être évidemment très schématique, si vous voulez faire la thérapie génique, il faut une information génétique, donc de l'ADN ou de l'ARN, un promoteur et un système, un vecteur qui va permettre à tout ce matériel d'entrer dans des cellules de telle manière que la protéine, lorsqu'il s'agit, c'est l'essentiel des cas, d'une protéine que l'on veut faire exprimer, soit présente et exerce une fonction. Il y a schématiquement aujourd'hui deux façons de procéder. C'est un raccourci, c'est un peu plus compliqué que ça, mais comme vous le savez, la thérapie génique in vivo en utilisant des AAV. L'intérêt des vecteurs AAV, c'est qu'ils infectent virtuellement toutes les cellules. Ils sont plutôt bien tolérés, ce sont des virus naturellement pratiquement pas pathogènes, et ils persistent. Le matériel génétique, c'est représenté sous la forme de la barre bleue, sous forme épisomale au sein des cellules. Ça peut être de façon extrêmement stable pendant des années. Il y a de très rares cas d'intégration qui posent quelques questions, mais le principe, c'est que ce matériel génétique apporté par l'AV ne peut pas être répliqué, donc cette stratégie ne peut pas être utilisée pour cibler des cellules en division fréquente, typiquement dans mon domaine du système hématopoïétique. Mais pour des neurones, pour les cellules du foie et d'autres, la rétine, c'est une approche qui est satisfaisante. Et la seconde approche consiste à utiliser des rétrovirus. Cette fois-ci, on cherche à l'intégration de la cassette dans le génome, donc ça permet sa réplication et donc sa présence dans toutes les cellules filles, avec les inconvénients potentiels de l'insertion dans le génome qui n'est pas maîtrisé à ce jour. Mais ça, vous savez bien. Donc ici, vous avez un résumé de la situation actuelle, que j'ai actualisé hier pour la dernière maladie, que sont à gauche, la liste des maladies génétiques pour lesquelles on peut, enfin c'est mon choix, on peut discuter, il y en a d'autres, mais à mon avis, on a des données publiées et souvent reproduites, indiscutablement de bénéfices cliniques. Bénéfices cliniques, ça ne veut pas forcément dire guérison. Dans un certain nombre de cas, ce ne sont pas les guérisons, mais néanmoins un bénéfice clinique qui est indiscutable. Donc en bleu, ce sont les maladies où la thérapie génique s'est faite par ciblage in vivo avec des vecteurs AAV. Et en noir, pour l'instant c'est la majorité, ce sont des maladies pour lesquelles ça s'est fait en thérapie génique ex vivo, ciblant dans l'immense majorité des cas les cellules souches hématopoïétiques, ou pour l'épidermolyse bulleuse, les cellules souches des kératinocytes de la peau. Donc la liste commence à être assez impressionnante. Il y a beaucoup de déficits immunitaires, mais il y a aussi, on va passer ça en revue rapidement, des maladies métaboliques, les maladies de l'hémoglobine, et ça c'est pour la moelle osseuse, les hémophilies, qui sont une avancée récente, évidemment la myotrophie spinale que vous connaissez, mais, et tout récemment, les gens de l'AFM ont publié le Généton, la maladie de Crigler-Najjar, qui est un papier de cet été, où les choses ont l'air assez prometteuses. Et puis il faut ajouter ce qui est à droite. Depuis 2014, ça fait une petite dizaine d'années, les CAR T-cells qui se sont développés pour traiter
toutes sortes de pathologies malignes des lymphocytes B, donc des leucémies, des lymphomes et, dans une certaine mesure, des myélomes. À chaque fois qu'il y a une petite astérisque qui suit le nom de la maladie, c'est qu'un produit est aujourd'hui disponible, est un médicament commercialisé. Alors, pas forcément en Europe, pour certains d'entre eux sont aux États-Unis, on verra, mais au total, il y en a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 13. Ça évolue assez vite. On peut considérer qu'en 20 ans, 25 ans, ce n'est pas énorme, mais enfin, ce n'est pas tout à fait négligeable et qui montre qu'il y a des avancées qui se font dans ce domaine. Voilà, un petit rappel, donc, puisque je vais commencer par parler de la thérapie génique ex vivo, des caractéristiques des vecteurs qui sont utilisés. Dans un premier temps, maintenant c'est fini, on a utilisé les vecteurs de droite, les gamma-rétrovirus, qui sont des vecteurs murins, mais mieux sont les lentivirus. Ils partagent tous les deux la même propriété d'intégration à proximité ou dans des gènes. C'est mieux pour les lentivirus qui ne s'intègrent pas dans les promoteurs. Donc l'intérêt, c'est la persistance, je l'ai déjà dit, et les risques, la dernière ligne, c'est le risque de mutagenèse incessionnelle, comme on l'a observé au début des essais de thérapie génique. Donc les premières maladies qui ont été traitées sont des maladies rares du système immunitaire, les déficits immunitaires combinés sévères. Il y a deux d'entre elles, ce qu'on appelle le SCID X1, qui est Madilia-Lix, et le déficit en adénosine désaminase, qui sont caractérisés par un défaut de développement des lymphocytes T, plus ou moins d'autres cellules du système hématopoïétique, qui sont des maladies dont la fréquence globale est de l'ordre de 1 pour 50 000 naissances, qui sont à l'absence de traitement mortel dans la première année de vie, qui ont un traitement qui est l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, mais qui a un certain nombre de problèmes si le donneur n'est pas compatible. Je n'entre pas dans les détails. Donc ce sont les maladies qui ont été ciblées. Et par exemple, sur un essai qui a été fait, que nous avons fait entre 1999 et 2002, pour le déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, la stratégie qui est aujourd'hui classique et qui a été simplifiée par rapport à celle-là, c'était de prélever les cellules de la moelle osseuse des patients, de purifier les précurseurs, donc les cellules que l'on cherche à cibler, de les infecter à l'époque à 3 reprises. Aujourd'hui, c'est simplifié en un seul cycle d'injection. Après, préactivation pour les rendre, pour permettre l'introduction du matériel génétique dans le noyau, au contact des chromosomes, ce qui est schématisé à droite. Donc, au bout de 4 jours, donc, les cellules sont réinjectées au patient. Et à droite, vous avez un schéma en bleu et jaune, c'est un précurseur du système hématopoïétique, le vecteur schématisé, qui contient donc le cDNA du gène de cette maladie qui s'appelle gamma-C, peu importe. Donc le vecteur entre, l'ARN est retranscrit en ADN grâce à l'enzyme du virus, et dans un contexte où la barrière nucléaire est dissoute, donc en phase de division cellulaire, la recombinaison avec le génome est possible, encore une fois totalement non contrôlée, qui se fait de multiples endroits, dans des gènes en général, ce qui peut poser problème. Mais en tous les cas, ce matériel peut être répliqué, transcrit, et la protéine, qui est une protéine de surface, dans ce cas-là, exprimer et rétablir une fonction. Donc après un certain nombre d'étapes ex vivo, des patients ont été traités à Paris, puis à Londres. Donc ça, ce sont les résultats actualisés pour les 20 premiers malades qui ont été traités, qui montrent aujourd'hui des résultats qui sont globalement satisfaisants, puisqu'il y a 18 de ces malades sont en vie aujourd'hui, 17 avec une thérapie génique encore efficace. Donc vous avez une médiane de 21 ans et demi, et le premier malade a été traité maintenant il y a 24 ans et demi, donc c'est un adulte de 25 ans, et qui va bien. Je continue à voir, le reste de ma contribution clinique, c'est de voir ces patients. Mais comme ils vont plutôt bien, c'est pas trop difficile. Et vous allez voir que la correction n'est pas parfaite, mais ils ont suffisamment de lymphocytes T pour se débrouiller avec les agents infectieux, le Covid ou d'autres. Ça, c'est le nombre, c'est juste pour illustrer ce point, c'est le nombre de lymphocytes T dans le sang de ces enfants, maintenant de ces adultes. Les deux barres horizontales noires représentent les normes. Vous voyez qu'ils ont un nombre de lymphocytes T qui est correct, mais en fait, avec cette première stratégie telle qu'on l'a utilisée à l'époque, sans aucune chimiothérapie, on n'a que des lymphocytes T modifiés, pas d'autres cellules, ce qui n'est pas optimal. Donc depuis, les choses ont été améliorées. Ce qui a été amélioré aussi, avant de passer à d'autres maladies, c'est le fait que les premiers essais ont été marqués par la survenue de leucémie, parce que ces vecteurs induisaient la transactivation d'oncogènes. Donc il a fallu modifier dans une seconde génération les vecteurs pour éviter cette transactivation, ce qui a été fait à partir de 2010 et de façon satisfaisante. Donc aujourd'hui, fondé sur ces résultats, ce schéma c'est l'autre. Ça, c'est le développement des différentes populations lymphocytaires. Je ne rentre pas dans les détails. À partir de cellules souches hématopoïétiques, évidemment, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a un accès facile à ces cellules. Et donc, ce qui permet l'expression de gènes
stable, pourquoi pas, pendant 70 ans, 80 ans peut-être chez ces patients. Donc aujourd'hui, ils sont traités, le déficit en ADA pour lequel il y a un médicament, enfin, il y avait un médicament, j'y reviendrai, le SCID, l'IALX, mais aussi d'autres formes de déficit immunitaire. Il y a maintenant 4 ou 5 maladies pour lesquelles la preuve de principe a été montrée et des essais cliniques sont en cours et d'autres sont en développement, ainsi que pour d'autres déficits immunitaires. Mais je passe pour ne pas être trop long sur ce sujet. Le deuxième thème, si je puis dire, de la thérapie génique ex vivo ciblant les cellules souches hématopoïétiques sont des maladies de leucodystrophie. Comme vous le savez, l'adrénoleucodystrophie, Patrick Aubourg avec nous il y a longtemps maintenant, leucodystrophie métachromatique et mucopolysaccharidose de type 1, où l'idée là, c'est non pas de changer les cellules sanguines, ce qui n'est pas en soi évidemment le cœur de ces pathologies, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait des macrophages, et entre des macrophages qui sont capables de migrer dans le cerveau et apporter l'enzyme défectueuse au contact des zones où la physiopathologie de la maladie, même si je simplifie un tout petit peu. Pour illustrer, je vais illustrer juste avec une maladie parmi celles-ci, mais ce résultat est absolument spectaculaire, à mon avis. Il y a l'équipe italienne de Naldini à Milan. Donc, ils ont, par la même stratégie de thérapie génique ex vivo, en utilisant des vecteurs lentiviraux qui sont évidemment beaucoup plus puissants, et avec une chimiothérapie pour faire la place dans la moelle osseuse et permettre l'implantation d'un nombre le plus élevé possible de cellules souches corrigées, ils ont obtenu un résultat que je vais vous montrer, que je vais vous rappeler, qui est tout à fait intéressant. Et ils ont utilisé une stratégie astucieuse qui a consisté à infecter au maximum les cellules souches avec un rapport entre nombre de particules virales et cellules à transduire très très élevé, de manière à obtenir, vous allez le voir, une activité enzymatique supraphysiologique. Alors il y avait une éventuelle prise de risque en termes de mutagenèse insertionnelle, mais avec ces vecteurs, il n'y a pas eu de toxicité. Mais ils ont effectivement obtenu que ces patients aient dans le sang, mais peut-être plus intéressant dans le liquide céphalorachidien, des taux d'enzymes supraphysiologiques. C'est ce qui est montré ici en haut à gauche. Extrait de leur travail, ici une publication de 2016, c'est l'activité dans les polynucléaires. La bande verte, c'est la bande normale, et que la plupart des malades ont une activité qui est supraphysiologique. On retrouve l'enzyme dans le liquide céphalorachidien, et cliniquement, la maladie est très considérablement freinée, sauf exception. Et une autre publication plus récente montre que, pour ce qui est des performances cognitives de ces patients, s'ils sont traités tôt, pour beaucoup d'entre eux, alors ça, ici à gauche, vous avez les formes tardives de leucodystrophie métachromatique, à droite, plus dur, les formes précoces. Et la grande majorité ont un développement qui a l'air relativement normal ou proche de la normale, en tous les cas, sur une dizaine d'années, quelques échecs, mais peu. Et même dans les formes précoces, quelques échecs, mais néanmoins, un certain nombre d'entre eux se développent que sont corrects. Donc c'est vraiment un résultat que je trouve très impressionnant, même si on n'a pas un recul de 20 ans, 30 ans ou 40 ans. C'est très encourageant. Et les données pour la maladie de Hurler vont absolument dans le même sens. Alors je continue mon petit parcours, pardon d'être un peu forcément superficiel. Il y a une troisième voie d'intérêt thérapeutique de cibler les cellules souches hématopoïétiques, c'est les maladies de l'hémoglobine. Donc évidemment, il y a plus de malades, bêta-thalassémie et drépanocytose, avec une difficulté, c'est que là, il faut que... donc on cherche à exprimer le gène, une forme non mutée du gène codant la chaîne bêta de l'hémoglobine. Mais on sait que si cette chaîne est exprimée dans toutes les cellules du sang, on a un effet toxique sur les lymphocytes, les globules blancs, les plaquettes. Donc il faut restreindre l'expression de l'hémoglobine aux globules rouges. Donc autrement dit, une expression physiologique. Donc ce qui complique un tout petit peu la stratégie. Mais ceci a été obtenu en intégrant dans les vecteurs non seulement le gène évidemment qui code bêta, mais aussi une partie de l'élément promoteur, ce qu'on appelle le locus control region, qui permet de restreindre l'expression de l'hémoglobine au système érythropoïétique. Et donc, le premier à construire ce genre de vecteur, c'était Philippe Leboulch, qui était entre Boston et Paris, qui est maintenant en Thaïlande. Et de tels vecteurs ont été utilisés avec des résultats qui ne sont pas parfaits, mais qui sont encourageants. Un exemple de publication avec ce type de vecteur. Ici, c'est dans le cas de drépanocytose. Vous avez, en fonction du temps, ici, sur 3 ans. Donc, encore une fois, la stratégie est la même. Ex vivo, vecteurs lentiviraux, chimiothérapie dans la phase de transduction. Et voilà. Et donc, vous avez ici, au fil du temps, en marron, vous avez l'expression, donc c'est à peu près la moitié de la quantité d'hémoglobine vient du gène thérapeutique. Il reste de l'hémoglobine S, à peu près c'est 50-50, c'est mieux que zéro. C'est pas parfait. Certains de ces malades continuent de faire des crises vaso-occlusives, etc., mais c'est une avancée clinique néanmoins.
Et si on regarde à droite, c'est la proportion de cellules d'érythrocytes qui expriment au moins un peu de l'hémoglobine issue de la thérapie génique. Vous voyez que c'est la grande majorité, c'est en violet. Donc c'est pas parfait, ça ne marche pas suffisamment bien pour les formes bêta 0, bêta 0, parce que le taux de transduction n'est pas encore suffisant, mais c'est évidemment une approche encourageante. Je continue d'avancer, et je passe cette fois-ci à thérapie génique in vivo, qui pour l'instant a été essentiellement utilisée pour cibler le foie, hémophilie, et récemment donc maladie de Crigler-Najjar, la rétine, dans les maladies de Leber et maintenant d'autres, et les maladies neuromusculaires, évidemment en premier lieu l'hémiotrophie spinale et des tentatives qui sont plus difficiles dans le contexte des myopathies. Et donc ici, ce sont les vecteurs AAV qui sont utilisés. Donc je rappelle que les vecteurs AAV, comme c'est écrit à gauche sur cette diapo, sont capables d'infecter toutes les cellules. L'intérêt, c'est de cibler plutôt des cellules qui ne se divisent pas, puisque le matériel génétique persiste sous forme épisomale. Un avantage, c'est qu'on sait les produire en très grande quantité. Néanmoins, il faut beaucoup de particules virales pour obtenir une efficacité. Ça dépend des maladies. Un inconvénient, c'est que la capacité de packaging, c'est pas plus que 5 kilobases, donc ça, c'est ce qui est restrictif pour un certain nombre de gènes, même si on peut bricoler les gènes, comme ça a été fait pour le facteur 8 de l'hémophilie, pour faire des mini-gènes, et éventuellement pour la dystrophine aussi. Et l'autre inconvénient qui n'est pas inscrit ici, c'est inscrit tout en bas sur la diapo, c'est l'immunogénicité. C'est que nous sommes tous à des degrés divers immunisés contre toutes sortes d'AAV. Et donc ça peut avoir un effet, si on est obligé de sélectionner pour l'instant des patients qui n'ont pas d'anticorps, et même ceux-là peuvent développer des anticorps ou une immunité cellulaire qui est un effet délétère. Mais dans un certain nombre de cas, ces difficultés ont été surpassées. Donc un exemple, il y a plein de publications maintenant, ici c'est l'hémophilie B. Et vous avez au cours du temps, donc jusqu'à 6 ans, 78 mois, ça doit faire 6 ans, après injection, donc chaque courbe c'est un patient, et c'est l'activité de facteur 9, donc hémophilie B, dans le plasma de ces patients. Donc vous voyez qu'ils sont entre 10 et 50%, de façon relativement stable sur cette période-là. C'est pas mal. Alors 10%, c'est pas tout à fait suffisant pour épargner complètement les malades de la nécessité d'injection de facteurs, mais ça réduit, on transforme une hémophilie sévère en hémophilie modérée. Et dans les autres cas, si on arrive à 30, 40, 50%, il n'y a plus besoin d'aucune transfusion. Donc et là, il y a un produit qui a été commercialisé, on y reviendra. Et ici, ils ont utilisé une astuce, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la forme sauvage du gène, mais une forme qui a une activité accentuée par rapport. C'est l'hémoglobine PADU qui est l'hémoglobine, excusez-moi, le facteur 9 PADU, qui est plus efficace que le facteur 9 sauvage. Donc, ce qui veut dire qu'à quantité égale, l'activité est plus forte. Donc voilà l'exemple de l'hémophilie B. C'est pareil pour l'hémophilie A. Enfin, il y a une petite discussion qu'au bout de 5 ans, l'effet s'épuise. Mais enfin, voilà. Ensuite, la maladie de Leber, c'est Sahel qui m'avait filé cette diapo un jour, parce que c'est vraiment pas mon domaine. Donc l'idée ici, la stratégie, c'est de faire une injection sous-rétinienne, un tout petit décollement de rétine. On injecte le vecteur AAV donc sous la rétine, et qui permet notamment de cibler la couche pigmentaire qui est défectueuse due à l'anomalie génétique qui est mentionnée ici pour RPE65 dans le cas de la maladie de Leber. Et si on ne le fait pas trop tard avant que toutes les cellules aient disparu, évidemment, on peut avoir un bénéfice. C'était montré aux États-Unis il y a maintenant un bon paquet de temps, et avec un produit qui est aujourd'hui commercialisé sous le nom de Luxturna. Et il y a ici, alors ne me demandez pas trop la signification, mais enfin une augmentation de la réactivité à la lumière de la rétine. C'était facile initialement de faire les tests parce qu'ils traitaient un œil et il y avait l'œil contrôle qui était l'autre œil. Et indiscutablement, il y a un certain effet. Hein, ce n'est pas une restauration, une préservation complète de la vision, mais enfin un bénéfice qui est sans. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cas des injections intraoculaires, il n'y a pas de réponse immune à peu près, et donc c'est une situation plus favorable. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'essais en cours pour d'autres formes de cécité héréditaire, mais évidemment avec la condition expresse de traiter tôt avant que les cellules de la rétine aient disparu. Et puis la myotrophie spinale, je pense que vous connaissez tous mieux que moi, mais maladie dans ses formes complètes extrêmement sévères et mortelles avant l'âge de 2 ans. Donc la stratégie qui a été développée initialement à l'AFM est une thérapie par injection intraveineuse d'un vecteur AAV qui est capable de franchir la barrière hémato-encéphalique. Ce n'est pas le cas de tous les AAV, mais la AAV9 le permet. Et c'est intéressant pour cette maladie et pour d'autres maladies qui s'expriment au niveau du système nerveux. Donc dans la première publication, il y avait le status des 15 premiers malades qui avaient été traités.
qui étaient tous en vie à l'âge de 2 ans, en gros, à peu près, et avec peu d'événements infectieux pulmonaires, ce qui est une des complications fréquentes, alors que dans le groupe contrôle marqué en bas, montre que, par exemple, à 20 mois, il n'y avait plus que 8% des patients qui n'avaient pas eu d'événement, et la plupart étaient déjà décédés. Et je crois que l'utilisation qui se répand depuis de cette stratégie a confirmé son efficacité, même si le long terme reste relativement inconnu. Mais c'est évidemment une avancée très intéressante. Et donc ces malades sont à 2 ans en vie, en autonomie respiratoire, ce qui est significatif. Alors, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, consiste à la stratégie d'ajouter une copie normale d'un gène muté pour corriger une maladie génétique, ce qui est bien, mais ce n'est pas idéal puisqu'on fait quelque chose qui est non maîtrisé. On n'a pas une expression physiologique du gène qui est soit intégrée de façon semi au hasard dans le génome, soit sous forme d'épisome. Donc l'idéal, ce serait d'obtenir ce qui est sur cette diapo, à droite. Donc à gauche, c'est ce qu'on fait. Alors c'est schématisé parce qu'il y a une seule copie du gène, peu importe. En rouge, c'est censé être la mutation. On ajoute une copie normale et on a ce truc-là qui est brinque-ballant, mais relativement efficace. L'idéal, c'est cette forme de chirurgie du gène, en utilisant évidemment les ciseaux moléculaires, comme on dit, les nucléases capables de couper de façon extrêmement précise dans le génome, on puisse, pourquoi pas, remplacer un segment du gène portant la mutation pour rétablir le gène dans sa normalité et dans son contexte physiologique. Ce qui, évidemment, pour un certain nombre de maladies est très important, que l'expression soit physiologique du gène. Est-ce que c'est une chimère ou est-ce qu'on peut avancer dans ce sens? Évidemment, tout le monde connaît le système CRISPR-Cas9, mais qui n'est pas le seul. Avant, il y avait les TALEN et les méganucléases, même, et les zinc finger nucléases, qui sont toujours sur le même modèle d'endonucléase de l'ADN, capable de couper de façon plus ou moins précise l'ADN. Mais évidemment, le plus intéressant potentiellement, c'est le système CRISPR-Cas9, parce que le système de guidage de l'enzyme, c'est fondé sur de l'ARN et non pas sur une protéine, et donc beaucoup plus facile à synthétiser. Et tous les laboratoires du monde l'utilisent aujourd'hui dans des expériences non cliniques, non médicales. Alors, en fait, on peut faire 2 choses avec ça. Vous savez ça certainement. Une qui est plus simple et qui peut être efficace. Donc, vous avez ici, c'est les zinc fingers qui sont schématisés, mais ça peut être le système CRISPR-Cas9 qui permet donc de couper très précisément quelque part l'ADN. Et si on ne fait rien d'autre, comme vous le savez, cet ADN va être réparé. Il va être réparé par le système de réparation non homologue qui crée à l'endroit de la coupure des mutations, des délétions, etc. Donc, autrement dit, si vous coupez dans un gène, vous l'inactivez. Et inactiver un gène une fois de temps en temps ou une séquence peut être très intéressant sur le plan thérapeutique. Et ça, c'est relativement facile à faire. Et ça a été fait avec succès dans le cas des maladies de l'hémoglobine, avec une stratégie permettant la réexpression de l'hémoglobine fétale. On sait depuis très longtemps que les patients qui ont des maladies de l'hémoglobine, mais qui, par chance, parce qu'ils ont une anomalie génétique, ont une persistance d'expression de l'hémoglobine fétale, leur maladie est considérablement atténuée. Donc cette stratégie a été utilisée et permet de faire, je vais vous montrer comment, de faire réexprimer l'hémoglobine fétale et de ce fait d'avoir un bénéfice clinique indiscutable. Alors, non, c'est l'autre. Vous savez qu'au moment de la naissance, environ, la chaîne gamma de l'hémoglobine, qui constitue l'hémoglobine fétale avec la chaîne alpha, cesse d'être exprimée et donc disparaît. Ça se passe vraiment, le crossover avec la chaîne bêta, c'est vraiment autour de la naissance. Donc ça, c'est la physiologie. Donc encore une fois, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle une persistance héréditaire de l'hémoglobine fétale, qui ont toute leur vie l'hémoglobine fétale. Il y a des personnes qui ont à peu près 100% d'hémoglobine fétale et on vit très bien avec l'hémoglobine fétale. Donc c'est cette stratégie qui a été utilisée par l'équipe de Stu Orkin, qui est un brillant chercheur de Boston, et qui est schématisée à droite. Donc en utilisant le système CRISPR-Cas9, ils ont inactivé, c'est compliqué, ils ont inactivé un site qui est la région dite enhancer de l'expression d'un gène qui s'appelle BCL11A, qui est le gène qui réprime l'expression de gamma. Donc, il inactive l'action de BCL11A dans la lignée érythroïde. Donc, de ce fait, on rétablit la possibilité d'exprimer l'hémoglobine fétale. C'est assez élégant. Et de fait, c'était publié, les premières données sont publiées il y a 2 ans. Elles sont spectaculaires. Il y a un autre papier qui vient de sortir qui est un peu moins spectaculaire, qui utilise la même stratégie d'une autre équipe. Voici l'exemple d'un malade thalassémique. Donc, la situation avant injection, il a l'hémoglobine en fait transfusée en vert.
et à partir de la thérapie génique. Donc, encore une fois, c'est ex vivo, le même principe que ce que je vous ai raconté tout à l'heure, sauf qu'ici, on inactive un gène. Et vous voyez ensuite, en bleu-violet, là, je ne sais pas, il y a la présence de l'hémoglobine fœtale, massivement. Et puis vous voyez que ce patient, 18 mois après traitement, il a 14 grammes d'hémoglobine, qui est l'hémoglobine fœtale. C'est absolument remarquable. Et les nouvelles concernant ces patients et d'autres, c'est que cela a l'air d'être stable, au moins pour l'instant, au bout de 3-4 ans, ce qui est extraordinairement encourageant. Et ça peut s'appliquer donc aussi à l'adrénaline. Donc la seconde stratégie, cette fois-ci, c'est plus ambitieux, c'est de réparer une mutation. Donc on coupe, mais ensuite on répare en apportant une matrice d'une séquence d'ADN plus ou moins longue que l'on veut intégrer au bon endroit, de telle manière qu'on restaure une séquence normale du gène. Et là, les choses se compliquent. C'est cette forme d'ingénierie génomique. Donc vous avez en bleu, c'est l'enzyme, en noir avec écarté, c'est l'ADN, et le guide, peut-être montrer, c'est mieux, le guide ARN est ici, et cela permet les coupures. Mais ces coupures précises, et même si on apporte une matrice donc, qui permet la correction, génère toutes sortes de produits de recombinaison. Le bon produit, alors, le bon produit, il est en bas, c'est ça qu'on veut, mais il y a aussi tout ça. Et tout ça, c'est pas forcément terrible, donc ça réduit l'efficacité. Et en plus, il peut y avoir des effets, des off-targets, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de recombinaison ailleurs dans le génome. Donc l'efficacité, pour l'instant, de cette stratégie utilisée telle qu'elle, est largement insuffisante, quelles que soient les cellules que l'on cible, pour une application médicale. C'est très bon pour modifier des souris, de ce qu'on veut, mais pas chez l'homme. Donc du coup, vu les limites de cette technique, et c'est pas évident avec cette approche-là que l'on arrive à surmonter ces difficultés, d'autres stratégies ont été développées, en particulier, voilà, donc c'est résumé, efficacité faible dans les cellules, notamment les cellules souches, beaucoup de off-targets, et donc c'est mieux pour inactiver des gènes que pour corriger des gènes. Mais il y a M. Liu, qui travaille à Boston, qui est un type très astucieux, qui a développé 2 stratégies à partir du système CRISPR-Cas9, qui peut-être surmontent ces difficultés. La première, c'est le base editing, où il utilise une Cas9 inactive, donc l'enzyme ne peut pas couper l'ADN, mais il y coupe de façon covalente une enzyme, qui est une cytidine des aminases, ou une adénine des aminases, qui est capable de modifier un nucléotide, et donc de corriger une mutation ponctuelle sur un nucléotide. Et on peut le faire sur les adénines et sur les cytidines. Et c'est une approche qui n'a pas encore été utilisée chez l'homme, mais qui est très très proche de l'utilisation dans mon domaine des sites immunitaires. Et encore mieux, toujours Liu, c'est le prime editing, où cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué sur le plan stratégique, mais son ARN, qui sert à la fois de guide, contient aussi une séquence, et il y a une rétrotranscriptase qui permet d'insérer, donc ça permet d'avoir ce résultat au milieu, d'insérer une séquence thérapeutique pour corriger un gène. Et ça permet non seulement de corriger une base, mais tout un segment d'ADN d'une longueur pas encore très très longue, mais ce sont des stratégies extrêmement encourageantes, très prometteuses, même si on n'a pas encore une démonstration de leur efficacité chez l'homme. Mais dans les modèles animaux, il y a beaucoup de publications. Donc l'intérêt, c'est qu'on ne casse pas l'ADN avec ces 2 stratégies-là. Donc, ce qui veut dire, en tout cas, pas les 2 brins. Donc, ça ne met pas en jeu la réparation non homologue. Donc, il y a beaucoup moins de risques, par ailleurs, de off-targets. Le niveau d'efficacité semble bon et l'utilisation peut être faite ex vivo, mais probablement aussi in vivo. Et on attend évidemment la preuve de concept, mais c'est probablement très encourageant. Un mot rapide sur les vecteurs, mais je pense que mon orateur suivant en parlera beaucoup mieux que moi. C'est qu'aujourd'hui, on peut envisager, peut-être à terme, de ne plus utiliser thérapie génique ex vivo, dans la mesure où on peut cibler des ARN, donc par exemple l'ARN des systèmes permettant de faire du base editing ou du prime editing, au sein de ces fameuses nanocapsules lipidiques qui ont été utilisées pour les vaccins anti-SARS-CoV-2. Donc on peut imaginer d'y insérer les ARN. Et il y a des données à nouveau expérimentales assez encourageantes pour montrer qu'on peut cibler certaines lignées cellulaires. Il faut coiffer ces particules lipidiques, par exemple, d'un anticorps ou d'une molécule cible de tel ou tel récepteur d'une cellule donnée que l'on cherche à cibler. Mais je pense qu'à l'avenir, c'est aussi une voie d'avancée. Un mot d'histoire sur cette affaire qui va quand même assez vite finalement, puisque les premiers gene targeting pour création de cassure d'ADN, c'est 20 ans, 30 ans, excusez-moi. Première utilisation préclinique des zinc fingers, c'est 2005.
démonstration in vitro, excusez-moi, d'efficacité dans le contexte des déficits unitaires 2014. La mise en place du système de CRISPR-Cas9, c'est 2012, hein, les travaux de Doudna et Charpentier. Le base editing sur l'acétyline 2016, à nouveau tout ça à l'échelle préclinique bien sûr. L'utilisation du système CRISPR-Cas9 pour corriger le modèle SCID-X1 qui sert un peu de modèle, un peu de référence pour les différentes approches techniques 2017. La mise au point du base editing sur l'adénine aussi 2017. Et maintenant, on est dans les les applications précliniques multiples, ciblant toutes sortes d'organes. Et le prime editing, c'est 2019. Et là, comme je vous l'ai montré, l'efficacité de l'inactivation génique, ciblant l'enhancer de BSL11A, c'est 2022. En 20 ans, il y a eu énormément d'avancées technologiques qui sont source d'espoir. De belles perspectives, mais, donc maintenant je voudrais terminer en évoquant les difficultés d'application de ces avancées et poser la question, est-ce que la thérapie génique va être vraiment accessible? Est-ce qu'elle pourrait être utilisée pour traiter les patients atteints des diverses maladies dont j'ai parlé? Donc cela est lié au prix. Aujourd'hui, le prix des médicaments de thérapie génique, les 13 existants, se situe pour les moins chers, c'est les CAR T-cells, c'est 400 000 €, et les plus chers, c'est 3 500 000 € ou dollars, enfin bon, par patient. Donc, ce qui pose problème, donc par exemple, je prends un éditorial paru il y a 2 ans dans Nature Medicine qui dit position de principe, gene therapy should be for all. On en est loin avec ce genre de considération financière. Donc, si on reprend la liste que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, vous avez la liste des maladies avec astérisque où il y a des produits de thérapie génique, donc un certain nombre de maladies héréditaires, amorose de Leber, leukodystrophie métachromatique, bêta-thalassémie. Il manque un astérisque pour l'hémophilie B, qui est maintenant un produit aussi, amyotrophie spinale, hémophilie A. Il y a des déficits en ADA, aurait dû avoir avait une astérisque qu'elle a perdu, je vais vous le dire, et beaucoup de produits, parce qu'il y a beaucoup plus de malades évidemment, pour les patients atteints de leucémie, lymphome et myélome. Donc 13 produits au total. Donc, la diapo en indique 12 parce que le 13e, il date d'il y a 2 jours. Mais le premier qui a été mis sur le marché, c'est pour un déficit immunitaire par déficit en ADA. C'était la société initialement Roche, repris par une société britannique qui s'appelle Orchard, au prix modeste de 600 000 € par patient, modeste entre guillemets. Ça c'est 2016. Ensuite vient l'amorose de Leber, produit de chez Roche, 850 000 $. On passe à la myotrophie spinale, comme vous savez, Novartis, environ, c'est le prix facial. Comme vous savez, il y a les discussions qui sont assez opaques de réduction de prix, mais je pense que le prix n'est pas loin d'être le prix réel en France de 1 900 000 € pour ce qui est de la France. Bêta-thalassémie non bêta-0, c'est 1 600 000, c'est un peu moins cher. Mais après, on passe à l'adrénoleukodystrophie, qui a finalement été retirée parce qu'il y a eu quelques problèmes de toxicité. Donc j'oublie. La leukodystrophie métachromatique, l'année dernière, ou 2 ans, je ne sais plus, 2 800 000. Et on arrive, ça c'est les 2 dernières nouveautés, enfin plus une qui n'est pas sur la diapo, les traitements des hémophilies A et B cette année, on dépasse les 3 millions. Donc comme vous voyez, les prix, en gros, si j'avais fait une courbe, sont presque linéairement croissants, produit après produit. Et il y a le traitement sous forme de topique, ce qui n'est pas inintéressant, de l'épidermodysplasie bulleuse, avec un vecteur herpès cette fois-ci, et qui est, donc il faut que les patients aient une application 1 fois par mois, et le coût par an, c'est de 650 000 $, sachant qu'a priori, c'est à vie. Donc vous pouvez faire le calcul du coût pour une vie complète. Donc il y a un crescendo, comme je vous l'ai indiqué, pour des raisons soit de toxicité, soit de prix insuffisant, au moins en Europe. Certains produits ont été retirés, l'ADA a été retiré, considéré qu'il y a une alternative qui est la greffe de moelle osseuse. Et compte tenu, le Orchard a considéré que stratégiquement pour eux, c'était plus intéressant de vendre le produit de la leukodystrophie métachromatique. Ils l'ont retiré du marché. Ce produit n'est plus disponible. C'est fou. Et le produit de la bêta-thalassémie de Bluebird, Zynteglo, il s'appelle, a été retiré du marché en Europe parce que la société estime qu'en Europe, ils n'ont pas réussi à négocier des prix suffisamment élevés et le produit n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc on voit une série de difficultés. Et au passage, pour les CAR T-cells, donc il y a 4, ici j'en ai mis 4, mais il y en a quelques autres, peu importe, ça tourne à chaque fois autour de 400 000 $ environ, le traitement. Et myélome, oui, c'est pour ça qu'il y avait tout ça. Et on estime, c'est une estimation grossière,
Et il y a environ déjà 20 000 patients qui ont été traités, donc ce qui fait un marché, un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars pour l'instant, et qui est en expansion rapide. Voilà. Alors, ceci a entraîné des réactions assez violentes, notamment l'histoire de l'amyotrophie spinale. Par exemple, le ministre des Pays-Bas a dit que... où est-ce qu'il a mis ça? En bas. Monsieur Bruins mentionne que le traitement pour... Il dit « What particularly bothers me is that we are not allowed to know any why we have to pay so much. » Et en Belgique, ils ont refusé le produit. Ça a entraîné une réaction assez étonnante de Novartis. Et, ah bon, je comprends, certains ne peuvent pas payer. Donc on va offrir une centaine de traitements gratuits par tirage au sort. Enfin, qui sur le plan éthique est une affaire monstrueuse, enfin, de mon point de vue. Voilà, le ministre de la Belgique a dit « Price of rare disease Novartis drug, absurde ». Alors pourquoi ces prix sont aussi élevés? Les industriels mettent en avant 3 raisons. Le premier, c'est qu'il s'agit, et c'est vrai, de produits plus sophistiqués enfin, en moyenne que les médicaments chimiques classiques, avec un développement plus long, plus complexe, ce qui est vrai en partie, tous les cas, avec et aussi des conditions de production qui sont plus complexes, en règle aussi, ce qui est indiscutable. Deuxièmement, que ça cible essentiellement des maladies rares, donc à petit marché. Donc petit marché dit prix plus élevé, mais on peut observer que ce soit la thalassémie versus, je ne sais pas, le déficit en adénosine désaminase qui est exceptionnel, le prix pour la thalassémie est plus élevé pour la maladie exceptionnelle. Donc cet argument ne tient pas très bien. Et troisième argument qui est le plus fort, qui est de dire voilà, on a une innovation de rupture qui va sauver la vie d'un patient ou améliorer considérablement sa vie. Ça, entre guillemets, n'a pas de prix. Évidemment, ça a un prix. Et donc, que le prix est justifié, non pas par les coûts de développement, de production, etc., mais justifié par le bénéfice clinique majeur apporté aux malades, en anglais, le value-based pricing. Ce qui est un argument qu'il faut prendre en compte, qui est valable. Mais est-ce qu'il justifie de tels prix? On peut discuter. On peut objecter, premièrement, que sans exception, à ce jour, toutes les recherches qui ont mené au développement de ces produits viennent du monde académique, qui ont été repris ensuite par des startups, puis rachetés, c'est typiquement le cas de Novartis et la myotrophie spinale, par des big pharma pour certains de ces produits. Mais voilà. Deuxièmement, donc le prix, j'ai déjà dit, les prix n'est pas proportionnel à la taille du marché. En fait, on a un anchoring effect, un effet d'ancrage, comme vous l'avez vu. Les produits sont de plus en plus chers, en se disant, puisqu'on acceptait 2 millions, ben on passe à 2,5 millions et ainsi de suite. Et troisièmement, est-ce que ces thérapies apportent des guérisons? Ce n'est pas complètement sûr sur le long terme. Le bénéfice clinique est indiscutable, enfin, myotrophie spinale, hémophilie et autres, mais à part le déficit en ADA, où on peut vraiment penser, on a un recul de 20 ans aujourd'hui pour les skids, que vraiment les choses soient sans doute définitives, mais l'effet peut être partiel, c'est typiquement pour les maladies de l'œil ou la myotrophie spinale, et on sait que pour l'hémophilie, probablement, il faudra retraiter les malades au bout d'un certain nombre d'années. Et puis, il peut y avoir des effets indésirables. Donc, le point est discutable. Alors, il reste que les industriels disent oui, mais c'est moins cher de traiter une fois un hémophile à 3 millions que de lui apporter du facteur tous les ans pendant X années. Ça peut être vrai, mais la réponse que l'on peut faire à cela, c'est est-ce que le bénéfice doit aller uniquement aux actionnaires de l'industriel ou est-ce qu'il doit être partagé par la société? Une réponse à cette question, chacun est libre de choisir, mais ça me paraît assez évident. Donc les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une alternative, c'est le cas pour les maladies de la moelle osseuse, certaines d'entre elles du moins, mais on abandonne la thérapie génique. C'était le cas pour le déficit en ADA. C'est le cas, donc Strimvelis, c'est le produit pour l'ADA. Bluebird, je l'ai déjà dit, s'est retiré du marché européen. Et à terme, c'est intenable. Il y a quelques années, il y a un institut public, enfin en tous les cas indépendant de l'industrie, à Boston, qui s'appelle ICER, Institute for Clinical and Economic Review. Ils ont fait un petit calcul simple. Imaginons demain que pour 1% des maladies génétiques, on ait une thérapie génique au prix de $1 million. 1 million, c'est très optimiste, hein, vu les prix que vous avez vus. Ça représente 2/3 du budget du médicament. Donc c'est intenable. Surtout qu'il y a d'autres innovations onéreuses dans des tas d'autres domaines. Donc on est face à une situation qui, si ça ne bouge pas un jour ou l'autre, va dans le mur pouvant être. Le pire, c'est qu'en gros, on ne traite pas des malades, sauf ceux qui sont des familles ou des systèmes sociaux extraordinairement généreux
pour que les malades soient traités. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut essayer de proposer? C'est très compliqué. Je pense que malheureusement, je ne suis pas extraordinairement optimiste que les choses avancent rapidement. Le principe, c'est que, évidemment, on ne veut pas brider l'initiative ni le savoir-faire industriel. Donc il ne s'agit pas de dire les industriels sont des méchants et on leur tape dessus. Ça ne marchera pas et on a besoin d'eux. C'est absolument indiscutable. Mais en même temps, le bénéfice doit être partagé entre les investisseurs et la société en général. Donc on peut, comme ça a été revendiqué par l'OMS sans succès à ce jour, d'avoir des critères transparents de fixation des prix, remettre en question partiellement le système de value-based pricing qui justifie aujourd'hui ces prix à 2 ou 3 millions de dollars ou d'euros des traitements. Donc avoir une transparence concernant les coûts de recherche et développement, de marketing, tenir compte des échecs pour d'autres projets, ça c'est sûr, et un bénéfice que je qualifierais de raisonnable. Aujourd'hui, on peut estimer, c'est très difficile à savoir parce qu'on n'a pas de données, les industriels ne sont pas du tout transparents, on n'a pas les chiffres précis, mais un certain nombre d'économistes ont essayé d'évaluer. Et le bénéfice des industriels sur les produits, les carticelles et autres, c'est 75 à 80% du prix de vente, à peu près. On sait pour les carticelles, il y a quelques systèmes académiques qui sont mis en place où au lieu que le coût, donc le prix soit 400 000 €, il est de 90 000 par exemple. Il y a un exemple à Barcelone. Donc il montre la différence, c'est le bénéfice, c'est clair. Donc est-ce que c'est un bénéfice raisonnable? Je ne pense pas. Tenir compte de l'apport académique, donc ça, c'est au moment de la négociation des droits de licence. Je pense qu'aujourd'hui le monde académique se fait avoir complètement, et donc ceci doit être revu. Et on peut imaginer d'inclure dans les contrats des clauses de prix raisonnables. De façon intéressante, il y a quelques années, le NIH avait fait ça aux États-Unis, mais au bout de quelques mois, les industriels ont fait pression, elle a été retirée, cette clause. Mais on pourrait imaginer un tel système. Négociation transparente, et pour la négociation des prix, on pourrait rêver que l'Europe, en tous les cas l'Union européenne, ça représente un marché non négligeable, qui est à peu près équivalent au marché d'Amérique du Nord, parle d'une voix et non pas que les négociations de prix se fassent pays par pays, évidemment en position beaucoup plus faible. Et après tout, c'est ce qui s'est fait pour les vaccins anti-SARS-CoV-2. Donc si on a été capable de le faire pour des vaccins, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour ces produits. Ça ne me paraît pas totalement irréaliste. La suite, c'est une affaire politique extrêmement complexe. Donc tout ça est sans doute nécessaire, difficile à mettre en œuvre. Il y a une autre stratégie, à mon avis, sur laquelle on peut travailler, compliquée, c'est de mettre en place des structures à but non lucratif qui nécessitent un investissement public initial, l'implication de fondations, d'associations, typiquement en France l'AFM, qui montrait c'est ce que l'AFM d'une certaine façon essaye de faire, de monter des structures de production de médicaments de thérapie génique à prix coûtant, et qui permettrait au moins pour un certain nombre de maladies de disposer des produits. C'est une initiative compliquée, mais sur laquelle les gens travaillent. Je ne sais pas si on y aboutira. En tout état de cause, et pour finir, je dirais que pour moi, la thérapie génique aujourd'hui est une thérapeutique indiscutablement innovante et prometteuse. On a vu un certain nombre de stratégies possibles pour beaucoup de maladies génétiques, et par ailleurs dans le domaine des cancers, mais que son développement nécessite de rétablir un équilibre entre l'intérêt public, le bien public et les intérêts privés. Et aujourd'hui, le curseur, sans faire de politique politicienne, je pense qu'on peut le dire, il est excessivement en faveur des intérêts privés qui, in fine, en fait, sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et évidemment, ce n'est pas l'intérêt des patients et que tout ceci est difficile, mais absolument indispensable. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention.